Bonjour à tous. Je vous laisse gentiment arriver. Enchantée. Alors, n'hésitez pas à couper vos micros le temps de l'introduction tout du moins. L'idée, c'est qu'on prenne par contre évidemment vos questions au fil de l'eau pendant ce talk. En tout cas, bienvenue à tous à ce talk autour des métiers RH dans la fonction publique. On a le plaisir aujourd'hui d'échanger avec Jérôme Le Sabre de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. On va peut-être attendre juste 2 petites minutes que tout le monde se connecte avant de commencer. Pour information, ce talk sera filmé. L'idée, c'est que nous, on publie le replay sur Profil Public. Ça permet à tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce midi de pouvoir aussi visionner la webconférence. Peut-être pour me présenter dans un premier temps, donc je m'appelle Léa Roux, je suis responsable média chez Profil Public. Donc Profil Public, c'est la plateforme dédiée au service public. On est à la fois plateforme d'emploi et média pour aider les candidats à découvrir, à explorer à la fois la variété des environnements de travail dans la fonction publique, mais aussi la variété des métiers, mais aussi les projets innovants qui y sont menés. Et on développe également des solutions digitales pour accompagner les employeurs et les recruteurs publics à moderniser leur recrutement et à soigner leur marque employeur. Donc, petit rappel des règles. Alors, je vous invite à couper vos micros. C'est pour évidemment conserver la clarté des échanges aujourd'hui. N'hésitez pas à vous renommer pour qu'on puisse vous identifier aussi dans le chat ou pouvoir vous donner la parole. N'hésitez pas aussi à laisser vos caméras. Ça reste un échange plus humain et surtout posez vos questions dans le chat. L'idée, c'est qu'on puisse avoir un échange assez direct pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous posez en termes d'orientation et de parcours. Hop. Alors, ce talk est organisé dans le cadre du programme Ambassadeur Profil Public qui réunit une quinzaine de jeunes diplômés et d'étudiants autour des questions d'attractivité de la fonction publique. Donc, c'est eux qui co-organisent avec Profil Public cette série de talks métiers. Et l'enjeu du programme, c'est d'aider d'autres jeunes à explorer, découvrir les métiers la diversité des métiers de la fonction publique et les aider à affiner leur orientation professionnelle en comprenant toute la diversité des parcours qui sont possibles pour rejoindre la fonction publique. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'échanger avec Jérôme Le Sabre, qui est du coup directeur général adjoint aux ressources au sein de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Jérôme, je vais vous laisser la parole pour vous présenter et puis nous donner en quelques mots les grandes lignes de votre parcours professionnel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, si c'est bon. C'est bon pour nous. Merci. Moi, je suis, comme vient de le dire Léa Roux, Jérôme Le Sabre. Je suis aujourd'hui DGA en charge des ressources à l'agglomération de Cergy-Pontoise. Et j'ai un parcours qui est passé par les RH à plusieurs reprises et de différentes formes, mais pas au début. C'est-à-dire que j'ai un parcours classique. Je suis passé par un IEP et j'ai découvert d'abord la territoriale, à l'occasion de ma formation à l'IEP, et comme souvent à l'occasion d'un stage, parce que la fonction publique territoriale est quand même assez méconnue encore aujourd'hui dans le monde du travail et auprès des étudiants, même les étudiants en carrière publique, droit public. Je le constate encore tous les jours, et donc c'est souvent le stage permet ça, et donc j'ai à l'occasion de mon stage découvert ce monde-là, ce qui m'a amené à passer à l'époque le concours d'attaché territorial, et puis ensuite de passer de faire d'éprouver tous les systèmes de déroulement de carrière dans la fonction publique, que ce soit les concours internes, concours externes, avancements divers et variés, et le concours donc d'administrateur territorial. Et à l'occasion de ce parcours-là, je suis passé par plusieurs catégories, voire presque toutes les catégories de collectivités, petites villes, grandes villes, agglomérations, départements.
Et surtout, et c'est là-dessus aussi que je vais insister par rapport à la thématique de... Je vais faire attention de couper les micros. Alors, je vais regarder. Désolée. Pas de souci. Non, ce sur quoi je voulais insister, c'est que on n'est pas obligé de faire toute sa carrière en RH pour aimer les RH. Et puis, on peut aussi faire des allers-retours. En tout cas, ça a été mon cas. Sur différents métiers, je pense que c'est important aussi. Sur des fonctions RH, on n'est plus aussi, même si c'est pas une condition nécessaire, mais ça peut être utile, être passé par des fonctions plus opérationnelles et de terrain. Donc, moi, j'ai eu des fonctions de pilotage RH sur le début de ma carrière en petite commune, que ensuite j'ai complètement laissé tomber sur le pur RH parce que j'ai fait plus du management. Mais qui est très utile. Je suis allé en département comme responsable d'une circonscription d'action sociale pour diriger des équipes de travailleurs sociaux. Mais du coup, en fait, je faisais quand même beaucoup de DRH à cette occasion-là. Et puis ensuite, fonction de directeur de l'insertion. Et là, j'ai aussi pu faire un peu de transfert de compétences parce que tout le travail qu'on faisait pour l'insertion professionnelle des bénéficiaires du RSA, et notamment tout ce qui est autour du développement des compétences, était très largement transférable dans les fonctions de DRH au quotidien. Et après le concours d'administrateur, j'ai exercé les fonctions de directeur de projet en ressources humaines à la métropole de Strasbourg, au sein de la DRH, puis un poste de directeur des ressources humaines au département de Meurthe-et-Moselle. Et puis ensuite, j'ai quitté totalement les RH purs en étant DGA sur les politiques éducatives à la mairie de Nanterre. Mais en fait, j'ai fait quasiment autant de ressources humaines que de pilotage des politiques éducatives, c'est-à-dire les crèches, les centres de loisirs. Voilà, c'est parce qu'en fait, quand vous dirigez des gros services opérationnels, les dimensions RH ressort très fortement. Et en plus, si vous avez eu un parcours dans les RH, on vient beaucoup vous chercher là-dessus. Mais je trouvais ça très, très, très intéressant. Et puis, je suis aujourd'hui sur un poste de DGA ressources, ce qui veut dire qu'en fait, je pilote l'ensemble des ressources, dont la direction des ressources humaines au sein de l'AGLO. Voilà, à grands traits pour mon parcours. Je ne sais pas si c'était la seule question, mais s'il y en a d'autres... Celle qui suit va permettre de compléter. La question qui suit, c'est justement qu'est-ce qui au départ vous a, vous, à titre personnel, motivé à rejoindre la fonction publique? Peut-être aussi, vous en avez parlé en quelques mots, la fonction publique territoriale. Et quels sont, voilà, selon vous, peut-être aussi les grands atouts, voilà, les attraits pour rejoindre la fonction publique? Effectivement, je l'ai évoqué, c'était la découverte de ce monde-là, notamment j'ai fait mon stage dans une commune, avec ses spécificités. Bon, évidemment, j'ai un peu l'impression d'enfoncer les portes ouvertes, mais le souci de l'intérêt général et le service public, c'est pas un vrai mot, c'est-à-dire développer des politiques publiques pour tous. Au quotidien, et avec le souci de l'efficacité, de la performance, contrairement à ce qu'on peut parfois dire de l'administration et du service public. Et pour ce qui est de la territoriale en particulier, l'intérêt de pouvoir mesurer l'influence qu'on peut avoir sur une décision, parce qu'on est très en proximité, et puis le retour d'impact très rapide dans la territoriale en particulier, où vous travaillez avec des élus. Je pense que c'est une spécificité qu'il faut absolument souligner, mais c'est un intérêt vraiment très fort pour moi, parce que vous avez la possibilité, encore une fois, de peser sur la décision. Entendez-moi bien, hein, la légitimité, c'est celle des élus. Et vous pouvez avoir une action qui oriente, qui influe sur la décision si vous apportez les bons éléments de diagnostic et des propositions qui sont très opérationnelles. Et vous voyez très vite ce que la décision qui a été prise va produire sur le terrain, ne serait-ce parce que les usagers, les habitants
sont très vite en lien avec les élus pour leur faire un retour. Et donc ça, je pense que c'est aussi un moteur très fort de l'action au quotidien. Quand vous savez à quoi vous servez, vous pouvez avoir un impact sur l'activité de votre organisation et que vous voyez l'impact de la décision à laquelle vous avez contribué sur le terrain. Je pense que pour moi, c'est un des principaux moteurs. Après, sur la territoriale en particulier, je l'ai évoqué dans mon parcours, c'est que c'est une fonction publique qui est conçue à partir de cadres d'emploi. Et les mots ont un sens, c'est-à-dire qu'elle est conçue pour faciliter la mobilité horizontale et de passer très facilement d'un secteur d'activité à un autre. Ce ne sont pas des corps professionnels, c'est beaucoup plus large, et ça veut dire qu'une fois que vous avez passé, par exemple, le plus fréquemment ça va être ça, le concours d'administrateur, ou d'attacher l'administrateur dans la filière administrative ou d'ingénieur en chef dans la filière technique, vous pouvez, sur des fonctions d'encadrement et de conception de politique publique et de pilotage stratégique, passer de la culture aux ressources humaines, des ressources humaines aux finances, des finances au développement éco à l'action sociale. Alors, moyennant évidemment un petit peu de développement de compétences métiers, mais c'est des parcours qui sont très courants. Et en même temps, vous pouvez aussi, si c'est ce que vous préférez, vous spécialiser dans un domaine. Et l'intérêt de la territoriale, c'est que si vous voulez être DRH et que c'est vraiment ça qui vous plaît et que vous voulez vous spécialiser dans ce domaine, vous pouvez faire une carrière dans différents niveaux de collectivité dans ce métier-là et en vous perfectionnant, parce que les enjeux, il y a des traits communs, mais il y a aussi des populations métiers qui sont très très spécifiques à certaines catégories de collectivités. Vous pouvez vraiment vous spécialiser dans ce domaine-là, tout en restant dans la territoriale et en changeant de catégorie de collectivité, voire en changeant de région, si c'est votre souhait ou si vous avez des contraintes personnelles qui vous amènent à ça. L'intérêt aussi de la territoriale, c'est que c'est vous qui êtes très fortement acteur de votre mobilité, puisque c'est pas des systèmes de points avec des plans de mobilité annuels qui font que voilà, il y a l'ouverture de la mobilité à ce moment-là. C'est vous qui, comme dans le secteur privé, vous regardez les annonces, vous faites votre CV, enfin vous actualisez votre CV, et puis vous candidatez avec une lettre de motivation, parfois, enfin souvent sur les postes de cadre dirigeant, par le biais de cabinets de recrutement. Et donc ça c'est important. C'est vous qui décidez d'aller où vous voulez, ou enfin pour autant que vous soyez recruté, mais vous avez la main sur votre carrière. Ça me paraît important. Et vous me dites s'il faut que je fasse des réponses plus courtes. Franchement, c'est très bien. Mais justement, vous disiez que donc il y a une forte mobilité au sein de la territoriale en termes de secteur d'activité. Vous avez quand même, de ce que j'ai compris de votre parcours, beaucoup eu de missions RH, de différentes missions RH. Qu'est-ce qui vous a fait que vous avez justement plutôt vous êtes plutôt orienté vers ce type de mission? Qu'est-ce qui vous a séduit dans le domaine des ressources humaines? Je pense que c'est une question compliquée. Enfin, en tout cas, c'est une question à laquelle il est compliqué de répondre de façon courte. Mais bon, il y a la dimension, encore une fois, je reprends des portes ouvertes, mais il y a la dimension humaine, la relation à l'autre. Je pense que c'est le secteur des ressources humaines et les postes de directeur, directrice des ressources humaines sont des domaines où il faut aimer les gens. C'est à mon avis beaucoup plus compliqué, ou en tout cas c'est dangereux y compris pour l'organisation. Si vous n'aimez pas le relationnel, que ce soit dans l'inter-individuel ou dans le collectif, dans tous les domaines. C'est-à-dire si vous aimez à la fois accompagner, soutenir, voilà, aider, et puis aussi si vous aimez les moments un peu plus rugueux, notamment dans le dialogue social, de confrontation, ou dans le dialogue de gestion avec les autres directions, quoi. Il faut aimer le débat, le dialogue. Donc voilà, moi ça c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Puis c'est la dimension très protéiforme aussi de ce qu'est l'activité dans le secteur des ressources humaines. On l'abordera peut-être aussi sur ce qu'est le quotidien en DRH, mais vous avez à la fois du suivi de situation individuelle et puis le portage de
de projets plus collectifs. Vous êtes sur des aspects qui peuvent être très très juridiques, du contentieux, de l'application, la transcription de texte en termes opérationnels. Vous avez des aspects très financiers en termes de pilotage de la masse salariale ou de construction des systèmes de paye et de régime indemnitaire. Et puis des aspects plus sociétaux quand on touche aux conditions de travail et aux question d'organisation des services. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très varié et qui dépasse largement la représentation qu'on peut en avoir des anciennes directions du personnel où en fait vous établissez des arrêtés de nomination et vous payez des salaires. Ça va très largement au-delà de ça. Donc je pense que c'est ça que j'aime bien. Et encore une fois, avec les deux côtés, hein, le poste de DRH que j'ai occupé en Meurthe-et-Moselle, ça correspondait aussi à un moment à une attente de mon côté en me disant, dans ma carrière jusque-là, je m'étais beaucoup énervé contre les directions des ressources humaines dont j'estimais qu'elles comprenaient pas les enjeux que je pouvais avoir sur mes postes opérationnels. Donc je me suis dit, je vais aller voir de l'autre côté pour voir si je suis capable d'y répondre autrement. Et en tout cas, si mon expérience du côté opérationnel peut m'aider à mieux comprendre les attentes de mes collègues qui seront toujours sur ces missions-là et si j'ai bien mesuré les contraintes intrinsèques des politiques RH. Ok. Pardon, c'est pas la bonne question. Justement, alors vous avez évoqué effectivement dans l'imaginaire collectif, on pense à la paix, on pense à l'accompagnement des carrières. Est-ce que vous pouvez, notamment justement pour les gens qui se projettent dans ces métiers-là, ou en tout cas qui s'intéresseraient à ces métiers-là, nous parler de l'éventail des métiers et des missions en fait qu'on peut avoir au sein des ressources humaines au sein de la fonction publique, et peut-être voilà les compétences clés aujourd'hui? Dans la direction des ressources humaines, vous avez des missions, j'allais dire historiques, qu'on retrouve à peu près partout, parce que dans les organisations, les directions de ressources humaines ont un rattachement, alors qui peut varier d'une collectivité à l'autre, mais le modèle le plus fréquent, en tout cas celui que j'ai vu, clairement, la DRH est rattachée au sein d'une DGA ressources comme je connais aujourd'hui à Cergy-Pontoise. Elle peut aussi être rattachée directement à la direction générale sans passer par un DGA. C'est des organisations qu'on retrouve. Et puis, elle peut, dans certains cas, c'est souvent les très grosses collectivités, constituer en elles-mêmes une direction générale adjointe spécialisée sur les RH. Et à l'intérieur, tout dépend en fait souvent des contextes, des enjeux du moment. Il n'y a pas d'organisation, je pense, qui sont c'est très conjoncturel. Après, à l'intérieur, vous avez les missions habituelles, on trouve, celles que j'ai évoquées, la carrière et la paye, plus souvent dans le même service. Voilà, gérer les carrières et les payes des agents. Là, c'est du suivi individuel de situation. Vous avez très souvent, part du temps, un service qui s'appelle emploi-formation, développement des compétences. Alors, les intitulés sont un peu différents, mais en gros, c'est l'entité qui va gérer les recrutements en interne et en externe, et puis le développement des compétences et donc l'accès à la formation des agents. Puis en général, le troisième pan qu'on trouve dans toutes les DRH, c'est celui qui gère, on va dire, les conditions de travail. Qualité de vie au travail, faut se parler. Les appellations sont très très différentes, mais voilà, c'est le service qui va gérer ces dimensions-là et qui donc va gérer aujourd'hui la formation spéciale, la formation. La FSC, j'en ai oublié le terme, qui a remplacé le CHSCT. Formation spécialisée de CST sur les conditions de travail. Après, il y a, selon les organisations, des dimensions qu'on retrouve au sein de la DRH ou pas. Ça dépend des choix qui sont faits au niveau des directions générales. Je pense notamment tout ce qui est médecine du travail, psychologue du travail, qu'on retrouve assez communément dans ce que j'évoquais tout à l'heure, conditions de travail, mais c'est pas toujours le cas. Parfois, c'est rattaché directement au DRH, parfois, c'est pas dans la DRH.
Vous avez aussi toute la partie conseil en orga, qu'on retrouve assez souvent sortie de la DRH et plus à la main de la direction générale. Moi, je l'ai connu rattaché au DGA Ressources, je l'ai connu rattaché à la direction générale directement. Vous avez la com interne aussi. Alors, la com interne est pas forcément fréquemment dans la DRH, mais en tout cas partout. C'est plus de la moitié de l'activité de la com interne est alimentée par des questions RH. Donc, quel que soit le rattachement, de toute façon, c'est l'interlocuteur privilégié de la DRH. Vous avez le dialogue social qui est souvent dans la DRH, mais pas toujours, la relation avec les organisations syndicales. Et moi, je préconise que ce soit plutôt à la DRH parce que de toute façon, ça finit toujours par revenir ou aboutir à la DRH. Et puis, il y a une autre dimension à laquelle la DRH contribue, alors vraiment, je fais pas grande ligne sur les grandes fonctions, qui peut être l'animation managériale. Ça, c'est souvent piloté par la direction générale directement, mais on peut retrouver aussi le portage des politiques managériales au sein de la DRH. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, la DRH, elle est amenée, ne serait-ce que par le biais de la formation et du développement des compétences, à contribuer à la politique d'animation managériale de la collectivité. Donc voilà, en gros, sur les grandes lignes. Et puis, il y a une dimension aussi dialogue de gestion avec les différentes directions, puisque c'est une direction ressources, la DRH, et ses usagers sont des usagers essentiellement internes. Donc voilà, il y a aussi un dialogue à mener tout au long de l'année. Il n'y a pas que les finances qui mènent du dialogue de gestion avec leurs collègues, c'est aussi le rôle des DRH. Puis, j'allais oublier, mais malheureusement, c'est le quotidien, c'est trop le quotidien des DRH, mais ça risque pas de changer. Pilotage de la masse salariale. Il y a une dimension stratégique sur l'aspect financier qui concourt à l'équilibre budgétaire de la collectivité. Et c'est d'autant plus fort selon les catégories de collectivités. Sur le niveau communal, la masse salariale, c'est normalement plus que la moitié des dépenses de fonctionnement. Compte tenu des... Peut-être un ordre d'idée, vous êtes combien combien d'agents compte votre collectivité? Alors, à la CA de Cergy-Pontoise, on est 700 agents permanents. Mais les effectifs, en fait, d'une collectivité à l'autre, même à même niveau de population, varient selon les choix d'organisation de la collectivité. C'est-à-dire, par exemple, à Cergy-Pontoise, on a beaucoup de politiques publiques qui sont gérées, qui sont externalisées par le biais de délégations de services publics. Donc, ce qui fait qu'on a d'autant moins d'effectifs en interne. C'est pareil, le degré d'intégration d'une interco joue sur le volume de ses effectifs, comme sur celle des communes qui la composent. Quand j'étais précédemment à Nanterre, on avait 3000 agents à peu près dans la collectivité parce que l'intégration intercommunale était très peu développée et on n'avait quasiment pas de délégation de services publics. Quasiment toutes les politiques publiques étaient pilotées en régie. On a une question de Quentin. Quentin, je te laisse peut-être la parole, tout simplement, pour la poser directement à Jérôme Le Sabre. Oh, oui, c'est bon. Oula, petit bruit. Je voulais savoir si, selon vous, aujourd'hui, la fonction RH était plutôt davantage stratégique dans la fonction publique ou administrative, parce qu'on a tendance à dire quand même qu'il y a énormément de tâches administratives dans les fonctions RH, ce qui est plutôt vrai, mais il y a aussi beaucoup de fonctions aujourd'hui qui sont stratégiques. Et je voulais savoir votre avis là-dessus, si aujourd'hui on tend plutôt vers des métiers qui deviennent de plus en plus stratégiques ou qu'on reste quand même sur une base qui est très administrative. Alors, je suis pas sûr qu'il y ait une évolution temporelle si significative que ça, parce que moi, je prétends que c'est une fonction éminemment stratégique, mais pour moi, c'est pas nouveau. Après, là où vous avez raison, c'est que il y a un pan d'activité administrative très, très forte dans une DRH, et encore une fois, ça, c'est pas nouveau. Et c'est doit être un point de vigilance très fort des DRH, ça, de ne pas se laisser happer par la production administrative nécessaire, ou de même par le suivi des situations individuelles, parce que ça peut vous prendre la totalité de votre temps, et c'est pas ce qu'on attend en premier lieu
du DRH. On attend du DRH effectivement que les choses tournent, que les payes soient délivrées tous les mois, que les compétences soient là où elles sont nécessaires pour développer les politiques publiques. Mais ce qu'on attend aussi, c'est qu'il ait une vision prospective, que ce soit, comme je l'évoquais, sur les aspects financiers, c'est-à-dire qu'il doit être en capacité de maîtriser sa masse salariale, mais du coup de la maîtriser avec un regard à l'horizon. Il doit pouvoir anticiper les évolutions de cette masse salariale, mais aussi sur les compétences. Et alors, là où peut-être je vous rejoindrai sur la dimension stratégique, c'est qu'il y a des éléments aujourd'hui dans le pilotage stratégique qui sont très compliqués pour les DRH, mais je suis pas sûr que ce soit une spécificité des DRH, c'est que les changements dans la société sont tellement rapides que c'est de plus en plus difficile de faire de la prévision, et encore plus de la prévision ne serait-ce que de moyen terme. Je prends un exemple. Le développement de l'intelligence artificielle dont on parle du matin au soir, là, maintenant depuis 2 ou 3 mois, et en tout cas depuis un peu plus de 2 ans que ChatGPT a été mis sur le marché. On sait que ça va avoir un impact très fort sur les métiers, donc c'est un enjeu important pour les DRH sur plusieurs aspects, c'est-à-dire d'abord sur les conditions de travail, comment on aide la direction générale à réguler l'utilisation de l'IA au quotidien pour maîtriser l'empreinte écologique, pour maîtriser la sécurité des données, par exemple, ou même la fiabilité des réponses qui sont apportées. Mais c'est aussi, de façon prospective, pouvoir identifier où vont se transformer les métiers en raison de l'IA. Et c'est là où c'est difficile pour les DRH, mais je ne le disais pas que pour les DRH, c'est que il y a une année, c'est ça, au début de l'année dernière, sur l'intelligence artificielle, on nous disait ça se développe très vite et les premiers métiers qui vont être touchés sont les métiers de basse qualification parce que l'IA va être en capacité de remplacer très très vite et de faire beaucoup mieux toutes les tâches répétitives à faible valeur ajoutée. Donc, on pensait que c'était les métiers administratifs de base qui allaient être percutés. Et puis, à la fin de l'année dernière, donc en moins d'1 an, on nous a dit, mais l'IA a fait des progrès tellement forts que maintenant, ce sont les métiers à création de valeur, donc les métiers de manager, les métiers de décideur, qui peuvent être les plus fortement touchés dans les prochains temps, sachant qu'on est en difficulté pour nous dire ce que c'est que les prochains temps. Est-ce que c'est les prochaines semaines ou est-ce que c'est les prochaines années? Mais ça va vite. Donc, oui, alors pour DRH, pour moi, c'est sûr que c'est un métier avec la nécessité de développer des compétences stratégiques, parce que il y a du pilotage au service de la collectivité, pour essayer de concilier les attentes des agents qui évoluent aussi très très vite et les besoins du service public. Et c'est un équilibre qui est précaire, donc il faut être dans un pilotage dynamique. Mais il y a aussi il faut délivrer le quotidien. Enfin, la paye, elle doit tomber tous les mois de façon sûre. Et donc voilà, il y a des tâches quotidiennes. Merci. Le sujet de l'IA étant tombé, on a des questions évidemment, notamment parce que en plus on mène en parallèle au sein du programme Ambassadeur Profil Public justement une étude sur ces enjeux-là propres à la fonction RH et à ces transformations en lien avec la transformation digitale. Pierre, tu as une question, je te laisse peut-être le soin de la poser. Eh bien, merci. Enchanté, je m'appelle Pierre Landais, je suis responsable intelligence artificielle au sein de la Direction Générale du Trésor, donc ça m'intéresse doublement. Vous évoquiez le sujet de l'intelligence artificielle, je suis assez curieux de savoir les cas d'usage que vous identifiez pour vos équipes RH et savoir aussi si vous êtes allé au-delà de cette phase d'étude et s'il y a des projets ou des outils existants qui sont déjà en cours d'adoption. C'est la question à laquelle toutes les collectivités aujourd'hui sont confrontés. Oui, on a forcément à Cergy-Pontoise comme ailleurs une réflexion qui est très fortement en cours là-dessus. Ce qu'on essaye déjà de faire sur le territoire, ce qu'on a fait le mois dernier, par exemple, c'est déjà de développer une culture commune de l'IA au sein de notre organisation et aussi des organisations avec lesquelles on est en réseau. Et donc, par exemple, on a fait
une conférence à deux voix avec l'ensemble des comités de direction de notre agglomération et des 13 communes qui composent le territoire pour que, en gros, tout le staff de direction de l'agglo et de ses communes membres ait une culture commune sur ce qu'est l'IA et les enjeux de l'IA dans nos organisations. Donc, il y a déjà pour nous, l'idée, c'est d'y aller, mais d'y aller de façon raisonnée. Ne pas se précipiter parce que, tiens, d'un seul coup, c'est quelque chose de merveilleux qui va régler tous nos problèmes, et à l'inverse, ne pas être sur le bord du chemin en se disant c'est une menace, on va attendre. Donc, pour l'instant, on en est au stade d'identification des opportunités et des menaces. On voit, je l'évoquais, hein, nous, ce qui nous préoccupe, c'est l'impact environnemental. Il y a notamment, le gouvernement a mis en place un comparateur de solutions d'IA qui est très bien fait et qui permet, d'IA générative j'entends, qui permet, quand vous posez une question, de comparer deux solutions d'IA entre Claude, DeepSeek, enfin vraiment toutes les IA, pas seulement celles qui sont développées au niveau européen, et qui permettent de voir quel est l'impact environnemental. Il y a de toute façon pour nous majoritairement la question des données et de nos données, et notamment les données dont on est propriétaire, avec celles des usagers et des agents de la collectivité. Donc, pour nous, on ne développera rien tant que on n'aura pas de garantie là-dessus. Mais voilà, pour répondre maintenant à votre question sur où est-ce qu'on entend les développer, pour l'instant, on a des réflexions en cours et des discussions en cours, à la fois en développant des solutions spécifiques, notamment autour d'inscription dans certains de nos services publics communautaires, donc la gestion du process d'inscription des usagers à des activités, et puis des réflexions avec des fournisseurs de solutions déjà clés en main. J'ai des scrupules à faire de la pub à certains, mais du coup sur des solutions par exemple d'appui juridique, notamment avec un opérateur qui a fait l'objet d'une promotion par le ministre de la fonction publique récemment, mais que je citerai pas parce que je veux pas faire de pub. Donc voilà, en fait, on essaye de regarder comment développer des solutions d'IA par rapport à nos besoins sur du sur-mesure, et en même temps d'acquérir des solutions qui existent sur le marché pour tester l'intérêt que ça peut avoir pour nous et l'impact. Parce que, pour vous dire, moi j'ai vu, il y a déjà des retours d'expérience, notamment dans le secteur marchand, quand même de dépenses considérables qui ont été faites depuis 2 ou 3 ans par les entreprises, où le retour sur investissement est très disparate. Et donc voilà, on est dans une période de contrainte budgétaire qui va pas aller en se desserrant, loin de là, c'est un euphémisme. Donc il importe d'aborder ce sujet-là en ayant bien mesuré le retour sur les investissements publics qu'on pourrait faire. Merci beaucoup. On va avancer un petit peu. On a du coup, Satiric Talk vise aussi à accompagner les candidats sur leur orientation. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des différentes voies d'accès qui mènent au métier des ressources humaines? Et évidemment, beaucoup se posent la question des concours. Est-ce que c'est accessible préférentiellement avec concours, sans concours? Voilà, quelle est la variété des chemins d'accès? Alors, je vais vous faire la réponse à laquelle je crois moi, et puis la réponse que j'essaye de faire de la façon la plus précise depuis la loi de 2019 sur la transformation de la fonction publique. Celle à laquelle je crois, c'est celle que j'ai usée, puis c'est celle qui est quand même au fondement des valeurs de notre République. Hein. C'est l'égal accès de tous aux emplois publics et la concrétisation de ce droit qui figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est le concours. C'est le concours dont on a considéré qu'il était la voie qui permettait le mieux de garantir cet égal accès. Donc, c'est toujours le système de principe d'entrée dans la fonction publique par lequel moi je suis passé et auquel je tiens. Il y a
une étude le mois dernier de France Stratégie qui a mis en lumière la façon dont la fonction publique fait fonctionner encore l'ascenseur social, en particulier pour les jeunes issus de milieux plus populaires, ou si j'utilisais la terminologie de Bourdieu, ceux qui ont un capital culturel moins élevé, et puis aussi pour les femmes, pour accéder aux fonctions de responsabilité. Donc le concours permet aussi ça. Si le concours pour puisqu'on parle de DRH, la voie c'est plutôt la filière administrative, mais c'est pas comment dire une exigence absolue. Moi, j'ai connu récemment dans ma carrière une DRH qui était ingénieur et un DRH qui était psychologue, donc la filière sociale. Donc voilà, c'est important quand même de le rappeler, même si le plus fréquemment c'est filière administrative. Donc le concours c'est attaché territorial ou administrateur territorial. Moi, je suis passé par la voie de attaché au concours externe et puis administrateur au concours interne. On peut aussi faire le concours externe administrateur dès qu'on sort de ses études. Bon, j'ai plus tout à fait votre âge, tout ce que j'ai vu en tout cas sur la photo. Donc moi, j'ai passé le concours d'attaché à un moment où le concours d'administrateur était encore relativement récent et où les attachés avaient accès à des fonctions à responsabilité très très forte. Je dois reconnaître quand même que les choses elles sont un peu évoluées depuis. C'est aussi la raison pour laquelle moi j'ai passé le concours administrateur. Donc dire juste votre attention là-dessus. Aujourd'hui, le cadre d'emploi d'administrateur s'est développé de telle sorte que les fonctions de cadre dirigeant sont quand même plus largement accessibles aux administrateurs qu'aux attachés. Maintenant, quand on déroule dans une même collectivité et qu'on a fait ses preuves, on peut plus facilement accéder à des fonctions de responsabilité quand on a été attaché dans la même collectivité que si vous allez postuler dans une autre collectivité et que vous vous trouvez en concurrence avec des administrateurs. Bon, voilà pour les deux grades. Le seul conseil que je donnerais aux plus jeunes d'entre vous qui passeraient le concours d'attaché, c'est ne tardez pas à passer le concours d'administrateur dès que vous avez les 4 ans d'ancienneté qui vous permettent de le faire, parce que c'est un concours très sélectif quand même, qui est compliqué à avoir et donc qui demande beaucoup de révision et d'acquisition de savoir, y compris théorique. Et quand vous êtes en poste et que vous êtes en poste depuis un petit bout de temps, c'est un investissement d'autant plus important que l'ancienneté de votre sortie universitaire est longue. Voilà, c'est le seul conseil que je peux faire. Bon, maintenant que j'ai parlé des concours, la voie du contrat, elle est aussi très très facilement accessible et d'autant plus par la loi de 2019. Jusqu'en 2019, l'accès à la fonction publique, notamment à la territoriale, par la voie du contrat était vraiment dérogatoire. Le principe, c'était que l'accès était par le concours et c'était vraiment sur des cas très restreints, je ne rentrerai pas dans le détail. Ça a été très largement ouvert par la loi de 2019 sur les 3 catégories ABC et dans un contexte où en plus il y a un sujet d'attractivité de la fonction publique. On l'a vu là aussi, je crois que je ne sais plus si c'est l'INSEE ou France Stratégie au mois de janvier qui a publié une étude sur les recrutements dans la fonction publique sur les 3 versants. Je crois que les graphiques sont en base 100 2011. On voit l'envolée des recrutements de contractuels dans les 3 versants de la fonction publique. Donc on peut accéder à la fonction publique par le contrat. On recrute tous dans nos collectivités locales des contractuels, j'allais dire tous les jours, parce que en fait, notre préoccupation, c'est de disposer des compétences dont on a besoin pour délivrer le service public. Et donc, quand on ouvre des postes, on prend le meilleur, et si le meilleur il est contractuel, on prend le contractuel. Donc, il n'y a pas de souci. Et on peut, je l'ai vu il y a 2 ans dans la collectivité où j'étais, on peut aussi être contractuel et passer le concours d'attaché. Et intégrer. Donc je dis ça parce que j'ai
dans un service, il y avait 3 jeunes contractuels qui ont passé les 3 le concours d'attaché la même année pour intégrer. Donc, on peut aussi passer par l'étape contractuelle pour ensuite passer le concours. Ça se fait aussi, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Le seul point d'attention, c'est que pour l'instant, dans la territoriale, l'accès au contrat, c'est le CDD exclusivement en entrée. Et ce n'est qu'au bout du 2e renouvellement de 3 ans que vous pouvez accéder à un CDI. C'est-à-dire, vous n'avez pas la possibilité d'être en CDI dans la territoriale avant 6 ans quand vous y entrez. Par contre, une fois que vous êtes titulaire d'un CDI dans une collectivité, vous pouvez, ce qu'on appelle la portabilité, vous pouvez être recruté dans une autre collectivité en gardant le bénéfice de votre CDI. Donc voilà, ça c'est un point qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a plus de souplesse dans le versant hospitalier et État sur l'accès en CDI sur certains métiers. Merci beaucoup pour les précisions. On a évoqué pas mal de grands défis RH, évidemment, avec l'émergence assez accrue de l'IA. On a parlé aussi des enjeux d'attractivité, effectivement, avec ce rapport stratégique qui est venu le souligner et en montrer l'ampleur. Est-ce que vous pouvez évoquer d'autres, ou en tout cas peut-être revenir sur cela, en tout cas nous parler des grands défis de la fonction RH au sein de la fonction publique? Alors, je laisse de côté le pilotage de la masse salariale, j'en ai parlé, je pense que vous l'avez bien à l'esprit. C'est un vrai défi, les années qui viennent, mais bon, je pense que tout le monde l'a à l'esprit. Effectivement, il y a celui de l'évolution de nos métiers, très rapide, et pas que sur l'IA, les enjeux de transition écologique aussi doivent amener les organisations à interroger les pratiques professionnelles. Comment on peut faire ce qu'on fait aujourd'hui avec un impact moindre sur l'environnement. Donc il y a un enjeu très fort qui est aussi disparate selon les métiers. C'est un enjeu plus fort dans certains métiers que dans d'autres. Il y a pour moi un enjeu très fort au niveau des RH qui est celui de la relation usagée. Les attentes des agents ou des candidats, si on se retrouve vers l'externe, ne sont plus les mêmes qu'auparavant, et on peut plus se contenter de répondre. Alors, je schématise, mais plus se contenter de répondre. La situation, elle est celle-là. Le texte, il dit que tu prendras un échelon dans 2 ans, et donc il faut que tu patientes. C'est plus possible. Il faut aussi être plus à l'écoute des attentes des agents et plus pédagogue dans l'accompagnement des décisions qu'on prend. Donc il y a vraiment un enjeu très fort, je pense, de développement de la relation usagée des directions ressources, d'ailleurs, de façon plus large. Ça vaut aussi pour les DSI, par exemple, mais c'est très fort sur les DRH, voilà. Et y compris quand on est gestionnaire carrière paye et qu'on passe son temps à un poste de travail avec l'accès au SIRH et le maniement de dossiers individuels, la dimension relationnelle, la dimension pédagogique de la relation. En général, les gestionnaires carrière paye ont des portefeuilles d'agents à gérer. Voilà, il y a une dimension relationnelle qu'il faut développer. Il y a des enjeux autour des conditions de travail et des attentes des agents, notamment liés aux nouveaux outils, enfin nouveaux, ils sont plus tellement nouveaux maintenant, mais enfin à la mobilité, au travail, droit à la déconnexion. On fait que sur un bon nombre de fonctions maintenant, on peut travailler quand on n'est pas à son poste de travail. Et donc ça renvoie à des questions d'organisation du travail. Ça déborde maintenant sur les questions de gestion du télétravail, de régulation du télétravail, et donc de gestion des impacts du télétravail sur les collectifs de travail. C'est aussi ce qu'on expérimente aujourd'hui à Cergy-Pontoise, mais ce qui se développe dans beaucoup de collectivités, alors ce qu'on appelle, nous, la semaine modulée, mais qui a fait son apparition dans les échanges sur le terme de semaine en 4 jours. Je précise bien en 4 jours et pas de 4 jours, puisque dans la fonction publique, on doit faire 1607 heures, et donc c'est pas comme dans le privé où ça peut s'accompagner d'une diminution de la durée de travail. Les 35 heures hebdo doivent être, ou les 1607 heures par an doivent être faites, et donc si on réduit
le nombre de jours où elles sont travaillées, c'est-à-dire que les journées sont plus longues. Voilà. Il y a ces enjeux-là de comment on répond aux attentes des agents de mieux concilier leur temps de vie entre vie pro et vie perso, sachant qu'en plus, c'est de plus en plus poreux. Donc voilà, il y a des enjeux autour de ça et que doivent piloter les DRH. Et puis, peut-être le dernier enjeu que je pourrais citer, puis sinon je renverrai les étudiants qui sont intéressés ou les jeunes professionnels qui sont intéressés là, à l'étude qu'avait menée KPMG en début d'année dernière sur les défis des ressources humaines à partir des enquêtes de terrain auprès de DRH qui étaient plutôt bien faites. Mais le dernier que je voudrais souligner, c'est celui de l'allongement de la durée de vie au travail. La réforme des retraites fait que on part de plus en plus tard. En tout cas, les agents doivent partir de plus en plus tard pour avoir des niveaux de pension qui leur permettent de vivre dignement. C'est un enjeu particulier pour les femmes qui ont souvent des carrières incomplètes. Or, pour un certain nombre de métiers, pour un certain nombre d'agents, je veux dire, l'exercice du métier jusqu'à 62, 63, 64, 65 ans, enfin même 67 ans maintenant aujourd'hui la limite d'âge, c'est pas possible. Les métiers d'auxiliaire de puériculture en crèche, d'éducateurs de prévention spécialisés dans les quartiers, d'agents de la voirie, enfin les métiers particulièrement physiques sont des métiers qui sont souvent reconnus à un titre ou à un autre au titre de la pénibilité, et ce sont des métiers où les agents ne peuvent pas, même s'ils le voudraient, continuer de l'exercer jusqu'à la retraite. Ça veut dire que pour les DRH, il faut penser la deuxième partie de carrière, il faut l'anticiper, il faut pouvoir être en capacité d'une part d'identifier les compétences qui sont transférables, d'autre part prévoir les plans de formation qui vont bien, parce que vous mettez pas du jour au lendemain un agent qui a fait toute sa carrière pendant 25 ans en crèche et qui d'un seul coup a le dos cassé, qui peut plus porter des enfants ou qui pour tout un tas de raisons, ne peut plus exercer son métier en crèche. Vous pouvez pas la remettre sur un poste de travail administratif alors qu'elle a jamais travaillé avec un outil informatique, qu'elle a jamais passé son temps assise sur une chaise toute une journée devant un poste de travail alors qu'elle était toujours mobile. Voilà, ça s'anticipe ça, y compris pour aider les agents à faire aussi le deuil de leur métier. Parce que c'est extrêmement compliqué. Donc là, pour moi, il y a un enjeu très fort, d'autant que le versant territorial de la fonction publique est le plus âgé des trois versants. Et donc, on a là des effectifs très importants d'agents qui vont avoir 55, 60 ans au travail, et à la différence du secteur marchand où on voit bien des plans sociaux qui amènent souvent à se séparer des agents les plus âgés, dans la fonction publique, on garde les agents tant qu'ils sont aptes au travail. On les fout pas dehors. Donc, je pense qu'on peut s'en honorer, mais ça veut dire qu'il faut aussi anticiper ça, et c'est pas simple. Je vais pas vous faire de faux discours. C'est un vrai défi. Olivier, je vois que tu avais... Alors, je pense que ta première question, on y a partiellement répondu. C'était sur les défis de services publics éco-responsables avec la transition écologique. Peut-être que je te laisse poser ta seconde question. Oui, merci. Eh bien, bonjour. Merci beaucoup pour l'intervention. C'est hyper intéressant. Oui, on avait une question un peu plus technique, mais qu'on peut se poser, est-ce que c'est facile de se comparer en tant que collectivité à d'autres collectivités d'échelle similaire? Par exemple, sur des approches quantitatives, sur des ratios, combien de personnes qui gèrent la paye, vs combien d'agents dans la collectivité. Donc est-ce que c'est facile de trouver ces ratios? Alors, non, la réponse est dans votre question. Alors, déjà, je souligne que c'est beaucoup plus confortable pour moi quand je vous vois, quand vous posez la question, c'est plus vivant. Donc là, je suis content de
de vous voir. Non, c'est pas facile parce qu'en fait, alors d'une part, c'est ce qu'on cherche tous, se comparer pour voir si c'est déconnant ce qu'on vit ou pas, ou si on est dans la norme, surtout quand il y a un mouvement fort. On essaye de voir si ça concerne aussi les autres. Et puis, on a surtout une forte pression des élus qui nous demandent à chaque fois, mais comment font voilà, ceux qui sont dans la même catégorie, dans la même strate. Mais c'est pas facile parce qu'effectivement, tout à l'heure, je l'évoquais, si vous voulez comparer ne serait-ce que des dépenses de masse salariale entre communes de la même strate démographique. Moi, je l'avais fait quand je disais à Nanterre. Il faut regarder les collectivités, en l'espèce, on regardait les collectivités qui avaient à peu près 100 000 habitants comme nous, et quels étaient les niveaux de compétences transférés à l'interco et quelles étaient les compétences qui étaient gérées en DSP. Parce qu'entre deux communes de 100 000 habitants qui gèrent les mêmes politiques publiques, mais l'une passe toutes ses crèches en délégation de services publics et l'autre les gère avec ses propres agents, et puis l'une a des piscines dont la compétence a été transférée à l'interco, et l'autre a une piscine ou des piscines qui sont restées compétences communales, ce sont des services publics très consommateurs d'effectifs, donc vous allez avoir un biais majeur dans la comparaison. Ceci étant, on peut trouver quand même des données de comparaison, et c'est surtout en fait les réseaux professionnels qui nous aident à ça. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pouvoir accompagner la donnée d'un commentaire sur la donnée. Et donc, les associations, je vais faire de la pub pour l'association, je suis vice-président, mais l'association des DRH des grandes collectivités, elle sert aussi à ça, à nous retrouver régulièrement pour discuter des enjeux et des défis auxquels on est confronté et regarder les données qu'on a chacun de notre côté et essayer de voir quand elles se recoupent pas, qu'est-ce qui différencie. Donc c'est pas simple et il faut toujours essayer de bien évaluer le contexte. Mais si je prends par exemple les effectifs des DRH dans une collectivité, bon, communément on dit que la fourchette c'est entre 2 et 3% de l'effectif. Qu'une DRH, normalement, elle doit représenter 2 à 3% de l'effectif total de la collectivité. Mais une fois que j'ai dit ça, j'allais dire ça dépend, parce que selon que vous avez la com interne, le conseiller en orga, dans la DRH ou pas la DRH, vous pouvez influer, même si c'est pas des gros effectifs, mais il y a quand même un effet. Selon le niveau de déconcentration de la fonction RH dans la collectivité. Si vous avez des cellules RH dans les directions ou dans les directions générales adjointes, ou que tout est centralisé, vous pouvez aussi fausser la comparaison. Il y a des collectivités qui sont allées assez loin dans la déconcentration. Donc, si vous comparez avec ce type de collectivité, il faut avoir une vision précise de l'organisation, sinon vous trompez. Et puis parfois, ce qu'il faut regarder aussi, parce que ça, je l'ai observé, on compte souvent dans les effectifs de la DRH parce qu'il faut bien les mettre quelque part. Par exemple, les représentants du personnel qui sont déchargés à temps plein pour exercer leur mandat syndical, ou les agents qui sont en reclassement et qui ne sont pas encore affectés à une DRH et à une direction donnée, par convention, souvent, on les met dans les effectifs de la DRH, donc ça fausse aussi la comparaison. Pour essayer de répondre de façon un peu plus précise, si vous voulez vous amuser à faire des comparaisons, regardez ces éléments-là. Merci beaucoup. Et je vous propose, au regard de l'heure qui passe, de faire de ma dernière question et de celle de Farrell, un de nos participants, une seule et même question. Donc peut-être d'illustrer votre réponse avec un exemple concret de projet. Farrell, je te laisse peut-être la poser directement. Alors, bonjour Monsieur Le Savre, merci pour votre présentation et pour les enseignements que vous apportez jusque-là. Moi, j'avais une question relative à l'attractivité des employeurs. C'est beaucoup dans l'air du temps. Et j'aimerais savoir comment est-ce que vous faites pour améliorer l'expérience des candidats. Alors oui, c'est un vrai sujet, un vrai défi pour nous. Pour améliorer notre attractivité, j'y arrivé.
on est obligé d'agir sur plusieurs leviers. Le premier, c'est ce que je suis en train de faire là. En fait, moi, je vais partout où on m'invite pour parler de manière générale de la territoriale et de façon plus spécifique de l'agglomération de Cergy-Pontoise pour vous donner envie de candidater. Ça, c'est pas une boutade, hein, il faut être présent notamment auprès des jeunes. Je suis allé au salon Choisir un service public l'année dernière. Je vais dans les universités quand on me le propose, puisque j'ai été à votre place et je sais combien il est difficile de se projeter dans un environnement professionnel que très souvent on ne connaît pas, quoi. Et donc c'est important aussi d'essayer de mieux donner à voir, et puis c'est possible de donner envie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, dans l'expérience candidat au quotidien, là vous avez raison, il y a un enjeu très très fort, alors qu'on voit bien quand on est dans une période où on n'est pas bien placé sur le marché du travail. Quand on est bien placé, on fait pas forcément très attention. On fait pas attention à donner une réponse, on fait pas attention à gérer le délai, parce que finalement, l'offre et la demande et le jeu de l'offre et de la demande est en notre faveur, donc on fait pas attention. Dans les dernières années, là, je peux vous dire qu'on a été d'autant plus attentif. Alors c'est pas satisfaisant ce que je vous dis là, c'est-à-dire qu'on devrait le faire quelles que soient les circonstances, mais en tout état de cause, la question de la façon dont on accuse réception de la demande, dont on informe le candidat sur le délai du process, sur la composition des différentes étapes, dont on tient les délais et dont on informe le candidat quand on ne tient pas le délai, de la raison pour laquelle on ne le tient pas, tout simplement parce qu'on est passé par là. C'est-à-dire qu'une démarche de candidature, c'est stressant. Et donc, quand il se passe des choses qui nous paraissent pas logiques ou pas attendues, si on n'a pas des éléments pour le comprendre, on construit soi-même des éléments de sens qui expliquent la situation, qui peut être complètement erroné et qui peut être surtout très contre-productif pour la collectivité qui recrute. Donc il y a cet enjeu-là. Après, moi, je mène toujours mes entretiens de recrutement en disant, en fait, c'est un choix mutuel. Hein. Vous venez vous présenter à moi pour un poste que j'offre. Donc moi, je vais vérifier si j'ai envie de travailler avec vous. Mais ce que je veux faire, c'est vous donner à voir comment je bosse et comment on bosse dans notre organisation pour que vous vérifiez que vous avez vraiment aussi envie de bosser avec nous. Parce que c'est pas grave qu'on puisse se dire à la fin d'un entretien, nous, évidemment, employeurs, on le fait, mais que le candidat, il se dise, finalement, je me rends compte que c'est pas du tout ce sur quoi je m'étais projeté, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, je préfère qu'on me le dise à la fin de l'entretien ou le lendemain ou le surlendemain, plutôt que de venir et au bout de 3 mois de me planter en me disant, c'est pas ce que je voulais, au revoir. Donc, voilà, je pense que c'est important aussi de redire quand on recrute que c'est un processus mutuel et dont on espère qu'il va durer, que le choix de venir va durer. Donc pour qu'il dure, il faut mettre toutes les cartes sur la table. Et surtout, ça sert à rien de vendre du rêve. Voilà. Et les nouveaux recrutés, ils s'aperçoivent très très vite, j'allais dire dans la première heure où ils arrivent, si ce qu'on leur a annoncé a été vérifié ou pas. Donc ça, et ensuite vous êtes des ambassadeurs entre vous. Hein. Donc moi je suis très très vigilant à ça. Ça sert à rien de faire de la com qui correspond pas à la réalité. Les valeurs qu'on affiche, si on les met pas en œuvre, ça se sait très vite. Et ça fait des dégâts. Merci beaucoup. Ok, merci. Peut-être pour terminer, nous donner un petit conseil pour toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans ce secteur. Un premier conseil, allez-y. On a besoin de professionnels qui s'investissent dans les ressources humaines parce qu'ils ont envie d'y aller, parce qu'ils ont des choses à apporter. Et donc, voilà. D'abord, allez-y. 2, soyez attentifs quand vous êtes en poste à ne pas vous laisser emboliser par les situations individuelles, mais ayez toujours, sortez la tête de l'eau, ayez un regard de long terme, faites des pas de côté pour réfléchir autrement, et puis surtout insérez-vous dans un réseau professionnel. C'est important parce que ce sont des postes avec une forte pression, les postes en RH et les postes de DRH en particulier. Et donc, il faut que vous puissiez respirer, il faut que vous puissiez rencontrer des pairs qui vont vous dire, en fait, on est dans la même situation que toi, donc
tout va bien, c'est pas toi qui fais mal, c'est que les choses sont difficiles. Donc le réseau, il est important pour ça. Et puis formez-vous. Et dans la territoriale, le CNFPT met en place des cycles de formation des DRH qui sont très bien foutus. Il faut pas hésiter, quoi. De manière générale, sur tous les métiers, tout au long de sa vie, il faut se former. Mais en plus, quand il y a des cycles de métiers qui existent, c'est dommage de s'en priver. Merci beaucoup. Écoutez, merci à tous ceux qui étaient présents et je vous remercie beaucoup, Monsieur Le Sabre, notamment d'être présent partout lorsqu'on vous invite parce que pour nous, ces retours d'expérience, ils sont précieux. Donc, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé et merci aussi aux participants pour les questions que vous avez adressées à notre invité du jour. Donc voilà, on va se quitter ici puisque l'heure est arrivée à bout. Sachez que j'enverrai à l'issue de cet échange et le lien de replay et aussi l'ensemble des opportunités d'emploi que nous on centralise sur Profil Public dans le domaine des ressources humaines pour celles et ceux que ça intéresse et l'ensemble aussi des ressources qui ont peut-être été évoquées pendant le talk pour que vous puissiez aussi poursuivre vos recherches et élargir aussi vos connaissances. Merci à tout le monde et puis je vous souhaite à toutes et tous bonne continuation. Merci Jérôme. Merci à tous. Au revoir.